Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart, chaque jour à 17h en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez évidemment du lundi au vendredi en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés actions notamment, qui sont entrés dans une phase d'attentisme après la reprise qu'on peut noter depuis une dizaine de jours, après le point bas qui a été touché au cours du mois d'août pour les grands indices actions en Europe et aux États-Unis notamment, après quelques séances de rattrapage. On sent qu'il y a un petit peu moins d'appétit à ce stade, avec beaucoup d'hésitation encore aujourd'hui sur les marchés actions européens et des indices qui tournent autour de l'équilibre. Le CAC 40 est un petit peu en retard sur la séance du jour, avec une légère baisse peut-être à l'arrivée, mais en niveau, le CAC se tient autour de 7350 points. Vous aurez les détails de cette séance en cours dans un instant avec Côme Dubois qui nous accompagne en ouverture de Smart Bourse. Chaque soir, du côté des statistiques, la journée a été marquée par les estimations d'inflation pour différents pays de la zone euro et pour l'ensemble de la zone euro. Le constat qu'on peut dresser, c'est que les mois d'été ont peut-être marqué la fin d'un mouvement de désinflation qu'on avait pu observer les mois précédents. L'inflation en données harmonisées en zone euro reste nettement au-delà de 5%, que ce soit l'inflation globale ou l'inflation cœur. Et puis on notera également du côté américain la publication du Core PCE, la mesure d'inflation privilégiée traditionnellement par la Réserve fédérale américaine, qui ressort à plus de 4% là aussi sur un an. Pas de grand changement d'un mois sur l'autre pour cet indicateur d'inflation aux États-Unis. En revanche, on notera des dépenses de consommation pour le mois de juillet du côté américain qui sont particulièrement solides, avec une progression sur un mois de 0,8%. Détail à suivre dans un instant, et puis discussion bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Et puis que dit l'intelligence artificielle de la situation des marchés? C'est une question qu'on se pose régulièrement, et c'est Jean-Jacques Ohana, membre du board de la FinTech AI for Alpha, l'IA au service de l'Alpha, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour apporter cette analyse de marché à travers les outils d'intelligence artificielle. Encore beaucoup d'hésitations sur les marchés actions et pour les indices européens au terme de cette séance. Les infos clés du jour avec Côme Dubois. La bourse de Paris fait du surplace ce jeudi. Les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'inflation en zone euro. Selon la première estimation d'Eurostat, la hausse des prix à la consommation s'est maintenue à 5,3% en rythme annuel. Après ces chiffres, le marché reste très hésitant sur une hausse de taux de la Banque centrale européenne le 14 septembre. Du côté des États-Unis, l'indice Core PCE du mois de juillet a été conforme aux attentes, avec une hausse de 4,2% sur un an contre 4,1% le mois précédent. Du côté des valeurs, Pernod Ricard a chuté tout au long de la séance jusqu'à plus de 5%. Le groupe de vins et spiritueux a fait état d'un résultat opérationnel courant inférieur aux attentes des analystes lors de l'exercice décalé du 30 juin dernier. De son côté, UBS évolue en hausse après la publication d'un bénéfice de 29 milliards de dollars. Selon Bloomberg, ce bénéfice constitue un record pour une banque sur un deuxième trimestre. Après leur chute hier en raison d'un coup d'État au Gabon, le groupe minier Eramet se reprend, tout comme le groupe pétrolier Morel et Prom. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres officiels des créations d'emplois en août aux États-Unis, publiés par le Bureau of Labor Statistics, ainsi que l'indice manufacturier ISM aux États-Unis pour le mois d'août. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, et Côme Dubois qui nous accompagne pour cette saison 4 de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et discuter de la situation des marchés financiers. Malik Hadouk est avec nous en plateau, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Frédéric Rosier également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau, et Pierre-Olivier Béfi qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Pierre-Olivier. Merci beaucoup d'être là, vous êtes gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Quelques commentaires macro pour cette rentrée. Pierre-Olivier, côté américain, côté européen, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le paysage macro à l'issue de ces 2 mois d'été, juillet-août? Qu'est-ce qui peut être une confirmation peut-être de ce qu'on observait il y a quelques mois, des tendances d'activité économique et de désinflation, qui reste quand même le sujet pour les banques centrales?
Oui, alors bon, disons que la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, on a commencé à avoir des données au mois de septembre qui étaient plutôt du côté de la désinflation, en tout cas du ralentissement du marché du travail, qui est plus important pour le marché que les chiffres bruts d'inflation. Donc après la peur qu'il y a eu finalement au mois d'août, en se disant « Oh là là, on est en surchauffe, il va falloir que la Fed en fasse beaucoup plus », ça recadre le scénario aux États-Unis vers le soft landing, le Goldilocks, chacun a son mot pour trouver la situation. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Voilà. De quelles données vous parlez là précisément, Pierre-Olivier? Les ouvertures de postes, c'est ça? Oui, aux États-Unis. D'accord. Si on regarde aussi les quick rates, c'est très intéressant comme données. Donc le taux de départ volontaire, hein, c'est ça, des employés, des salariés américains. Exactement. Bon, on est plutôt, si vous regardez l'ensemble des données qui ont été publiées très récemment, on est plutôt dans une configuration de l'économie américaine de 2006-2008 qui était avec une inflation autour de 4%. Bon, je pense qu'à peu près là, on va atterrir en fin d'année. Ouais. Voilà, donc une inflation qui justifie pas forcément de continuer à resserrer la politique monétaire très agressivement. Ouais. Donc et sans risque pour l'instant de récession à court terme, parce qu'on ne peut pas passer de la surchauffe à la récession d'une semaine. Hein. Si on veut vraiment passer au scénario de récession, il va falloir quand même quelques mois. Voilà. Peut-être que ça sera le scénario du marché plus tard, mais en tout cas, ça ne l'est pas aujourd'hui. Et la grande question qu'il faut se poser, je dirais, si on étale au-delà du tactique jusqu'à la fin de l'année, c'est est-ce que dans 2024, il y a un risque sur l'économie américaine? Voilà, donc je dirais qu'il y a deux camps qui s'opposent. Il y en a qui commencent à dire on a quand même assez attendu cette récession, le T3 va être fantastique, le troisième trimestre va être fantastique, le T4, donc quatrième trimestre, va commencer à ralentir, donc on peut avoir des peurs et se dire derrière ça va mal finir. Bon, ça c'est la vue pessimiste, et puis la vue plus optimiste qui dit qu'on n'a peut-être pas encore fini de repousser un peu ce cycle. Moi j'ai l'impression que le scénario est plutôt sur le deuxième cas un peu plus optimiste pour l'instant, si je mettais un poids en probabilité, simplement parce que c'est l'année de l'élection américaine, qu'il y a encore beaucoup de stimulus qui arrivent. Quand on regarde par exemple les projets de méga projets de construction d'usines aux États-Unis et l'impact que ça va avoir, enfin jusqu'au milieu de l'année prochaine, encore beaucoup de stimulus budgétaires. Et voilà. Alors c'est pas. On prévoit plus de 6% de déficit sur PIB l'an prochain aux États-Unis. Hein. Enfin, pour dire qu'on n'est pas du tout dans une politique budgétaire de rigueur ou même normale. Non, mais là, l'économie américaine, c'est un sportif de haut niveau qui est en train de courir le 100 mètres en un temps record et on le drogue en plus. Donc évidemment, tout ça, c'est pas très sain. Mais tant qu'il continue à courir, on est très content. Il y a de la croissance nominale, c'est très bien. Voilà. Donc toujours l'idée qu'il faut, comme on nous disait, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Pareil pour la récession. Ça, toujours essayer de se garder dans un coin de sa tête qu'elle pourrait mettre peut-être un peu plus de temps encore que prévu à arriver, même si on l'attend depuis, je sais pas, plus de 2 ans maintenant aux États-Unis. Disons que pour moi, il y a deux paramètres. Il y en a un, moi, que j'avais mal analysé d'ailleurs en début d'année, qui est la relance budgétaire. La relance budgétaire, on aurait pu penser qu'après le Covid, on allait revenir à des comportements budgétaires plus, je dirais, normalisés. En fait, on ne l'est pas du tout aux États-Unis. On commence à l'être un peu plus en Europe, mais c'est un peu plus graduel. Et donc, ça veut dire que tant qu'on a du stimulus budgétaire, c'est quand même une force pour l'économie. Ce qui explique d'ailleurs un énorme décalage entre les enquêtes et ce qui se passe dans l'économie. Parce que quand vous posez la question à tout le monde dans la rue, je ne sais pas, est-ce que vous avez des problèmes de pouvoir d'achat? Tout le monde vous dit, je sais bien qu'il y a de l'inflation, etc. Mais bon, si avec le stimulus budgétaire, fait beaucoup d'emplois en masse, du coup, vous avez quand même une consommation qui se tient. Donc la perception individuelle est en train de se déconnecter de ce qui se passe dans l'économie. Tout ça reste encore un peu artificiel. Et puis alors, on peut dire, oui, mais attendez, regardez, les taux, ils ont énormément monté. Aux États-Unis, on a les taux immobiliers à quasiment 8%. Donc il y a un moment, tout ça, ça va coincer. Mais en 2020-2021, on a alloqué des taux très très bas dans énormément de secteurs de l'économie qui font que la transmission de la politique monétaire est beaucoup plus retardée par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et donc, tant qu'on n'a pas des refinancements massifs, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'impact de détérioration financière des conditions. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui tend un peu à allonger le cycle. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, je pense qu'ils en font un peu trop, mais ils ont leur agenda électoral aussi. A contrario, vous avez la Chine qui donne de l'aspirine toutes les 3 secondes à un patient qui est dans le coma. Ça marche pas. Voilà, donc les Chinois, le point central maintenant, c'est la 3e semaine d'octobre, c'est sans doute là qu'il y aura le plénium quand on regarde les agendas, les calendriers. Les bookings, en fait, il n'y a pas d'agenda, mais on peut regarder les réservations d'hôtels, Pékin, etc. Donc voilà, moi je pense que ce coup-ci, il faut être un peu prudent. Moi j'étais très négatif sur la Chine depuis le début de l'année. J'étais plutôt en train de me dire, dès que ça monte, les actions, il faut shorter. J'étais plutôt très négatif. Et là, il y a l'idée un peu du fond de la piscine. Je pense qu'il faut se méfier là. Ils sont quand même. Je pense qu'ils sont en train de préparer un peu le terrain. Je pense que toutes leurs mesures, là, pour l'instant, c'est du vent. Je veux dire, vous pouvez dire au front chinois de ne pas shorter les actions
actions, vous pouvez dire qu'on va réduire, je sais pas, les taxes sur les transactions. Bon, enfin, si personne ne veut acheter les actions pour raison fondamentale, c'est pas ça qui va faire bouger les gens. Voilà. Pareil sur l'immobilier, on peut vous dire, voilà, je peux passer, en France, par exemple, l'équivalent, ce serait dire, au lieu d'avoir un apport minimal de 33%, vous pouvez aller à 20%, mais enfin, si vos taux sont à 4 ou 5% que vous voulez pas acheter de toute façon, c'est pas ça que change la donne. Par contre, s'ils arrivent quand même avec de l'argent, du stimulus, sachant que le troisième plénium, généralement, vous savez, il y a des numéros dans les pléniums, dans les séquences politiques chinoises. Le troisième plénium, généralement, c'est l'économie, le sujet. Donc, il y a quand même des chances qu'ils arrivent avec de l'argent. S'ils arrivent avec de l'argent et du stimulus budgétaire, c'est quelque chose quand même, vu le pessimisme qu'il y a sur la Chine, qui peut un peu faire bouger les choses. Bon, beaucoup de choses déjà dans ce premier tour d'horizon macro. Qu'est-ce qui vous marque en cette rentrée, Malik ? Sur le plan macro, on n'a pas encore beaucoup parlé de l'Europe, mais on peut l'évoquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec la lecture de Pierre-Olivier, notamment sur l'économie américaine ? Les chiffres du T3 vont être très très bons, avec une croissance économique aux États-Unis qui sera toujours au-delà du potentiel, sans doute. Oui, non, je n'ai rien à redire ce qui a été dit. Vraiment, en fait, les États-Unis, on est dans le super cycle de l'endettement. On continue. Ce n'est pas le cas de l'Europe, mais ça profite encore aux actifs américains pour le moment, parce qu'il y a une dynamique, comme on l'a vu, qui s'inscrit, croissance qui est très très résiliente, un marché de l'emploi qui reste très résilient malgré la légère déception sur les créations d'emplois ou sur l'ADP. Mais bon, des résultats d'entreprises qui ont été au rendez-vous aussi, dans certains secteurs qui ont été même exceptionnels, avec des marges qui restent au plus haut. Dans l'industrie, par exemple ? Oui. Non, mais il n'y a pas que la tech. Il n'y a pas que la tech, oui, bien entendu. C'est ça qui est assez frappant au cours de l'été, parce qu'on s'attendait quand même à des pressions sur les marges, et on a vu que les entreprises arrivaient à maintenir des marges assez satisfaisantes. Donc les marchés actions n'ont aucune raison aujourd'hui de baisser, surtout qu'on a vu, et c'est ça qui a été le plus marquant, on a vu des marchés monter avec des taux qui montaient, parce que le marché, en fait, s'inscrivait dans une logique positive en disant que les taux montent parce qu'il y a de la croissance. C'est la reflation ? C'est la reflation, voilà. Exactement. Et le marché a complètement, ce qu'évoquait mon collègue, a complètement laissé de côté le scénario de récession pour l'instant. Il l'a éliminé de son... encore une fois, avec 6% de déficit sur PIB, il faut y aller pour avoir une récession quand même. Bien sûr, mais on s'attendait quand même à ce que les taux de mortgage montants, les taux remontants, des taux de financement remontants, il y aurait un moment où le consommateur serait un peu fatigué en fait. Ouais, plus réticent. Plus réticent et pas du tout. On a vu les chiffres de consommation ce matin encore. Et du côté de l'Europe, là aussi, il y a une dichotomie entre les PMI où on voit que ça fléchit, ça baisse. Et... malgré tout, une consommation qui se maintient avec, comme on le dit, aussi un marché de l'emploi qui reste très dynamique. Donc, j'explique, parce qu'évidemment, les gens autour de nous vont vous dire non, mais il y a quand même la consommation, je consomme plus comme avant, j'ai plus le même pouvoir d'achat. C'est du ressenti, c'est de la réalité également dans certains cas. Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport au niveau des enquêtes d'activité ou des enquêtes de confiance, on a une consommation qui ne devrait pas être à ce niveau-là. Voilà, qui résiste. Et puis, il y a des nouveaux entrants sur le marché du travail aussi, qui permet aussi d'accroître la surface. Donc même en Europe, on peut avoir une lecture vers à moitié plein. Oui, alors là où en Europe, on est un peu plus pessimiste, c'est bien sûr c'est que l'Europe est plus orientée vers l'extérieur. Et donc, on a l'effet chinois et l'effet asiatique aussi. Aujourd'hui, on le voit, l'impact aujourd'hui sur l'Allemagne. Oui, il y aura 0 de croissance en Allemagne cette année. Ça, avec une croissance des salaires quand même. Qui est... de plus de 6%. Voilà. Donc, ça s'appelle quoi, ça ? Stagflation. Ouais. Oui. Ça, c'est l'idée qu'on a aujourd'hui de on semble rentrer dans une stagflation en Europe et on va voir la réaction de la BCE lors du prochain rendez-vous. Ouais. Mais sur les marchés actions, il n'y a rien à dire. Les marchés ont été plutôt résistants. On a eu de la volatilité au cours de l'été. Les marchés ont monté en juillet, ont corrigé avec la dégradation de la note américaine en août et des inquiétudes sur l'inflation. Et puis, comme vous le mentionnez tout à l'heure, ont repris de leur course en avant parce que les résultats d'entreprise, encore une fois, étaient de bonne facture. Le seul hic dans cette période-là, c'est le marché chinois, mais on pourra y revenir. Je suis d'accord avec le fait que c'est des mesurettes qui ont été annoncées et que ce qu'il faut, c'est redonner de la confiance aux consommateurs, et en fait redonner de l'argent aux consommateurs, même si le taux d'épargne est le plus élevé qu'il n'a jamais été, mais c'est ce qui avait été fait à la sortie du Covid par toutes les économies développées.
Oui, oui, et puis les taux d'épargne chez nous, c'est 18% et plus dans certains pays. Donc là aussi, il y a eu beaucoup en Europe, malgré des systèmes sociaux de protection très importants, il y a eu aussi beaucoup d'épargne de la part des citoyens et des ménages européens. Frédéric, vos commentaires? Alors, tout va bien, j'ai l'impression jusque-là. C'est 2 sur 2, tout va bien. On a attendu Jackson Hole pour pas grand-chose finalement, puisque tout le monde a oui. Pour se donner un petit peu de 12 minutes cette année, 8 minutes l'an dernier pour le discours de Powell et c'était un peu plus cette année. Pour se donner de la constance et dire tiens, on fait rien et on attend Jackson Hole et finalement on sait maintenant qu'on va être sur les taux peut-être effectivement haut plus longtemps. Ça a eu un impact sur les marchés à peu près d'une demi-journée, globalement. Lagarde derrière, un peu le même sentiment, pause, pas pause. Il y en a quand même des discours de faucons de la BCE, Holzmann, Schnabel notamment, clairement priorise l'inflation, le contrôle de l'inflation plutôt que la croissance, quitte à faire des dégâts sur la croissance. C'est le discours quand même qui est donné. Aucun impact sur les marchés, on s'en fiche. Et sur la Chine, moi, je suis beaucoup plus mesuré là-dessus pour un problème structurel que j'ai déjà évoqué chez des confrères. Mais pour moi, il y a déjà, c'est un peu la théorie de la croissance, on est quand même sur une population vieillissante. Elle est ce qu'elle est, mais elle vieillit. Voire, elle va réduire, elle se réduit. On a un immobilier qui embauche quand même aujourd'hui dans le résidentiel 35 millions de Chinois qui travaillent dans la construction. On a construit 15 millions en moyenne de logements par an et que les Chinois sont propriétaires à 95%. Les ménages chinois sont propriétaires à 95%. Donc des relances sur ce secteur, sachant en plus que ceux qui sont susceptibles d'être acquéreurs, c'est ceux qui sont à 25% au chômage aujourd'hui. Je ne vois pas. Alors, relance de la consommation, mais ça veut dire peut-être un modèle qui change du côté chinois. Donc, attention quand même. C'est peut-être... Oui, il y aura des effets, des stimulus peut-être court terme. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas se mettre short sur le marché chinois. C'est clair. C'est le marché le moins cher aujourd'hui, mais depuis longtemps, peut-être le plus attractif, avec la problématique de la réglementation qu'on connaît sur ce marché. Mais il y a des problèmes plus profonds sur l'économie chinoise qui risquent de traîner sur la sphère immobilière, sur l'emploi, mécaniquement aussi, et derrière sur la sphère financière. Donc on a vu, il y a des mesurettes, même des mesurettes assez particulières sur l'immobilier, qui étaient même des mesurettes locales, c'est-à-dire qu'on donnait une sorte d'autonomie même locale sur les soutiens à l'immobilier, donc qui va créer peut-être des désordres même structurels au sein même de la Chine, qui va favoriser certaines zones au détriment d'autres. Donc attention quand même, il faut le jouer peut-être plus en trading. Ouais, ne pas le shorter. Et maintenant, sur le marché, on va finir l'année sur des croissances d'EPS, de bénéfices et de chiffre d'affaires, quasi flat en gros, mais avec des disparités énormes. C'est-à-dire qu'on va avoir l'énergie qui va finir à moins 30 sur l'année, et on va avoir... Contre-coup de l'an dernier. Voilà, contre-coup. Il faut bien l'avoir en tête aussi. C'est pas un moins 30 venu de nulle part. Voilà, et les techs également qui vont être aussi sur une dynamique, et à l'inverse, on va avoir des secteurs qui vont se contracter assez fortement. Donc, on va avoir une grande disparité sur les publications, donc il va regarder un petit peu ça, et je pense aussi que c'est un peu le marché en train de jauger ça quelque part, et cette rotation sectorielle se fait en rapport justement à cet impact qu'on va avoir sur la croissance bénéficiaire sur certains secteurs. Et c'est pour ça aussi que la tech aujourd'hui est en forte hausse, parce qu'effectivement on a un soutien sur la croissance relativement... C'est là où on a le moins de doutes en matière de dynamique bénéficiaire pour les prochains trimestres. Après, on n'est pas en mode bulle, mais on est en train de construire la bulle de demain. Je veux dire, clairement, l'intelligence artificielle, c'est la bulle de demain. Ça dure 1 an, 2 ans peut-être, peu importe, mais voilà, ça peut traîner longtemps. Après, il n'y a pas que la tech, le secteur des financières en Europe, ça tient très bien. L'automobile, c'est à plus 20 depuis le début de l'année. Les cartes de crédit, par exemple, aux États-Unis, vous prenez des Mastercard, des choses comme ça, c'est à des sommets. Donc oui, il y a beaucoup de secteurs. Les industriels, ça tient bien. La chimie, même aux États-Unis, ça tient bien. Donc c'est assez disparate. Et par contre, on a certains acteurs qui sont beaucoup plus en souffrance, certaines particularités de la consommation aussi qui sont en souffrance. On voit qu'il y a la limite quelque part de cet effet pricing power, effet prix qui est négatif sur les volumes chez certains acteurs. Donc voilà, c'est peut-être la fragilité aussi sur la consommation, parce que l'effet consommation est essentiellement quand même en ce moment prix, et il y a un effet volume qui est plutôt tendance à être négatif. Donc attention à ça quand même.
Pierre-Olivier, si on revient dans un schéma un peu Goldilocks là, pour la partie américaine, qu'en est-il quand même de l'Europe? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même régime de croissance en Europe. Bon, il n'y a pas de récession auto-entretenue aujourd'hui en Europe, mais il n'y a pas de croissance spectaculaire non plus. Hein. Ça reste quand même très, très médiocre, avec même des enquêtes au cours de l'été qui ont montré peut-être un affaiblissement un peu plus prononcé que ce qu'on pouvait craindre. Et des niveaux d'inflation, en tout cas quand je regarde les taux annuels d'inflation, qui est la mesure un peu consensuelle, qui restent à plus de 5% pour l'inflation cœur, pour l'inflation globale, et ça fait déjà une paire de mois que ça bouge plus. En France, oui, parce que... Non, en zone euro. En zone euro, quand même, ça baisse Oui, quand ça même a graduellement. baissé. Voilà. D'accord. Non, Là, c'est le Royaume-Uni depuis un ou qui deux a mois, vraiment ça de l'inflation corps qui est flat, qui est stable. 5,3 d'inflation cœur en zone euro, c'est normal qu'on soit à 5,3 là. Il faut quand même un peu de temps pour que les effets de base sortent aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Moi, je pense que la direction de l'inflation, elle est assez claire. Reste bonne. Voilà. Après, ce qui est évident, et on le sait depuis le début, c'est que ça sera très facile, je parle par exemple de l'Allemagne, de passer de 11 à 4 ou 5, mais ce sera très compliqué de passer de 4,5 à 2. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, parce qu'il y a deux effets. Il y a le premier, certains s'enthousiasment du fait que les salaires repartent, mais en fait, les salaires réels ont été très négatifs pendant une grosse période. Donc, on a un petit rattrapage. Un trimestre de salaire positif, salaire réel positif, ça ne va pas compenser plusieurs trimestres derrière nous. Les gens, ils ont pris un choc d'inflation. Aujourd'hui, on leur augmente leur salaire, mais c'est un rattrapage et ce rattrapage est très partiel encore aujourd'hui. Oui. Donc, après, il y a encore, face à ça, il y a des taux d'épargne à plus de 18% en France et en Allemagne, qui sont à des points, à des années-lumière de ce qu'on connaissait auparavant. C'est que ça fait 3 ans qu'on nous explique qu'il y a beaucoup d'épargne et que c'est fantastique, et on s'aperçoit que l'épargne, elle n'est pas mangée. Je pense qu'il y a deux aspects assez importants. Il faut se rappeler, par exemple, si vous regardez le cycle des années 80, où justement on a eu un choc d'inflation assez massif, en fait l'épargne, elle a plutôt monté. C'est ce qu'on appelle l'effet d'illusion monétaire, c'est-à-dire que quand vous avez devant vous une incertitude en vous disant voilà tout coûte plus cher, etc. C'est pas forcément un moment où vous allez désépargner. Donc l'effort d'épargne il peut être resté assez important. Puis je pense que le deuxième point qu'il ne faut pas sous-estimer, moi je pense que c'est une thématique qui reste très fort, y compris pour les gérants, pour les marchés, c'est que le cash rémunère très bien. Bien sûr. Aujourd'hui, avoir beaucoup de cash, c'est pas forcément être négatif sur les marchés. C'est juste dire, être pragmatique. Si j'ai 5% de 5,5% de cash, quand ça a bien monté, pourquoi pas. Et puis je reviendrai plus tard. Ça veut pas dire qu'on est fondamentalement très négatif, mais ça veut dire qu'il y a quand même une poche qui ne rémunérait plus depuis 20 ans, qui maintenant rémunère beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est plutôt très bien. D'ailleurs, même le gouvernement essaie que ça marche pas trop en limitant la hausse du livret A. Donc je pense que fondamentalement, l'épargne, il y en aura encore beaucoup. Voilà. Après, pour revenir sur la question de départ sur l'Europe, je pense qu'il y a deux éléments qui font que l'Europe est un peu moins attractive en relatif à ce stade-là. Pour moi, d'un point de vue macro, c'est d'abord que du coup on est un peu moins délirant sur le budgétaire, mais il y a du resserrement qui arrive. L'année prochaine, on va remettre les règles en place. Donc on voit que les Allemands qui quand même sont en récession, quand même, ils commencent à être en récession. Ils ont annoncé 7 milliards de stimulus. Hurrah, fantastique. On n'a pas de changement de credo là-dessus. Et puis sur la politique monétaire, même si les effets, comme aux États-Unis, on a des effets qui sont beaucoup retardés de l'impact sur l'économie, malgré tout, ils vont plus vite qu'aux États-Unis parce que l'économie est plus bancarisée, la hausse des taux arrive un peu plus vite et plus frontalement sur les agents économiques. Voilà. Donc je pense que c'est normal que l'économie européenne soit beaucoup plus molle que l'économie américaine, avec un risque un peu plus conjoncturel, un peu plus fort à la baisse. Mais la variable, c'est bien la politique budgétaire. C'est la différence de politique budgétaire qui explique en partie le retard de l'Europe. Il y a un graphique qui est très choquant aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe. D'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'on est dans le délire idéologique en Europe, mais c'est regarder par exemple les dépenses en construction dans le secteur manufacturier. Spectaculaire. Donc ça, aux États-Unis. En Europe. Ah oui, comparer les deux. Donc c'est en gros pour expliquer exactement ce qui est derrière, c'est le nombre d'usines de batteries, de microprocesseurs que je suis en train de construire. Voilà. Aux États-Unis, ça explose. C'est vertical. Voilà. Et en Europe, ça s'effondre. Voilà. Il y a aussi des secteurs comme la chimie où ça baisse très fortement. Donc là aussi, le deuxième impact qui est un peu plus délicat pour l'Europe, c'est de négocier une transition énergétique à marche forcée dans un contexte après la guerre en Ukraine où il y a eu beaucoup d'incertitudes sur les coûts énergétiques. Donc il y a quand même tout un pan de l'industrie, notamment tout le modèle allemand,
qui est un peu à réfléchir. Voilà, les Allemands se posent beaucoup de questions aujourd'hui à voir que, je ne sais pas si vous avez vu par exemple les débats qu'il y a eu notamment à l'Assemblée la semaine dernière, mais sur le fait que les Chinois sont en train de gagner des parts de marché dans les secteurs haute valeur ajoutée, dans la chimie, là où les Allemands étaient très forts. Bien sûr. Mais les Chinois, ils produisent avec du charbon, pas cher, etc. Et ils sont en train de monter en gamme. Voilà. L'Allemagne, ils sont toujours très bons, ils sont toujours le Made in Germany, c'est sympa, mais ça coûte de plus en plus cher à produire en Allemagne. Donc il y a vraiment comme une double thématique, je dirais, en Europe qui est difficile à appréhender. Voilà, après, si par exemple la Chine va mieux, compte tenu aussi, je pense qu'il y a quand même pessimisme ça soulagera l'Allemagne, ça apportera... Sur les marchés européens. Donc après, là je vous parle en tant que macroéconomiste à long terme et je vous donne les points. Après, sur les aspects tactiques, ça ne veut pas dire que l'Europe est morte jusqu'à la fin de l'année sur les marchés. Non. Mais il y a des marchés qui vont très bien. Alors le stock 600, c'est vrai qu'on regardait la rentrée, fait plus rien depuis le mois de mars. Je sais pas, un indice comme le MIB italien, plus 22% depuis le début de l'année. Il n'y a pas beaucoup d'indices. Alors Nasdaq fait mieux, bien sûr, mais en Europe, il n'y a aucun autre indice qui fait aussi bien que le FTSE MIB aujourd'hui. Bon. Sur les marchés, effectivement, en termes de dynamique, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors je disais, le stock 600 fait plus rien depuis le mois de février ou mars à peu près, l'indice large européen des 600 grandes valeurs européennes. En termes de dynamique, il n'y a rien qui a changé. Hein. Il y a toujours le marché américain qui est toujours aussi dynamique, avec des rotations sectorielles puissantes qui permettent d'équilibrer le marché, qui l'empêchent en tout cas de baisser. Vous avez un marché japonais qui se tient plutôt bien et qui bénéficie encore une fois de la dépréciation en fait du yen. Hein. Plus 25%, c'est ça, en devise locale. Donc une dynamique aussi très positive dans les révisions de bénéfices. Vous avez les chiffres de vente au détail aussi. Enfin, il y a un truc qu'on n'a pas vu eu l'habitude de voir au Japon depuis longtemps quand même. Avec une banque centrale qui hésite aussi, qui a une envie de profiter de ce moment. communication un peu difficile, honnêtement. On ne sait plus s'ils veulent contrôler ou ne veulent plus contrôler. On ne sait plus s'ils ont une bonne anticipation de l'inflation à venir dans l'année à venir. On semble croire que non, l'inflation va repasser en dessous des 2%, donc ils vont laisser filer la monnaie, ce que je ne crois pas, parce qu'à partir d'un certain niveau, je pense qu'ils interviendront. On l'a vu l'an dernier déjà. On l'avait déjà vu, on s'en approche. Historique, c'est ça. C'est les 150. 150, c'est ça, yen-dollar. Autour du dollar. Et le Japon, vous gardez activement? On garde. Ça fait des mois qu'on en parle avec vous. D'accord. Mais la grande déception, c'est les émergents, encore une fois. Et même hors... alors, dans les émergents, il y a une disparité. Hein, si vous regardez l'Amérique latine, s'en sort très bien, avec des appréciations des devises, hein, que ce soit le réal brésilien, le peso mexicain, à la surprise générale, malgré la hausse des taux américains auxquels on a assisté. Avec une dynamique aussi avec des banques centrales qui ont commencé à baisser leurs taux. Donc une inflation qui semble pour l'instant maîtrisée. Donc ça, c'est vraiment la bonne surprise. Et puis vous avez l'Asie émergente qui a du mal en raison de la Chine, même si quand vous prenez un indice qui exclut la Chine, vous restez en territoire positif, mais la performance est largement en dessous de ce qu'on a sur l'Amérique latine. Et l'Amérique latine, ça redevient effectivement un pôle d'attraction pour des investisseurs globaux. Oui, malgré l'événement qu'on a eu en Argentine au cours de l'été, ça a eu un impact là aussi d'une journée, même pas, je crois, une demi-journée, puis c'est reparti. Donc ça a été vraiment circonscrit. Non, là vraiment, nous on se pose la question, et là je rejoins ce qui a été dit, sur la Chine et l'impact que ça peut avoir sur l'Asie, et permettre à ces marchés de redécoller un peu, parce que les valorisations là aussi sont très attractives. Le marché chinois sans aucun doute, mais il peut le rester pour longtemps si on n'a pas politique précise parce qu'en fait, c'est des mesurettes qui ont été annoncées. Tous les jours, on annonce des mesurettes, mais encore une fois, elles touchent que le marché boursier, elles touchent les taux, mais elles ne touchent pas le consommateur à l'heure actuelle. Il n'y a pas une réponse systémique globale. Voilà. Et vous pensez qu'ils ne sont pas loin que la pression est suffisamment forte pour que le pouvoir, à l'occasion d'un plénium ou autre, soit proche de délivrer un package que les investisseurs attendent? Vous voyez, au cours du mois de juillet, on a eu quand même un rebond des marchés chinois. On a pris plus de 20% sur la HCEI, sur justement des anticipations le marché attend. Bien sûr, le marché a l'espoir que... il a été déçu. Puis on a eu aussi, bien sûr, les affaires Country Garden, des entreprises immobilières qui ont fait défaut. Il y en a 2 grandes qui ont fait défaut. Ça a pesé, bien sûr, sur le marché chinois. Mais oui, on s'attend... je me suis trompé, parce que j'attendais ça pour le mois de juillet.
Donc, Votre humilité vous honore, Non, mais c'est vrai, c'est Malik. vrai, Non, mais oui, d'accord. je pensais qu'ils On fait tous des erreurs. Non, mais celle-ci, je pensais vraiment au marché chinois. Ouais. Vraiment... C'était pas un faux départ. Non. Vous pensiez que c'était un vrai départ. C'est pas un vrai départ. Donc la dynamique maintenant, elle va dépendre des earnings à venir. Hein. Troisième trimestre, là bientôt, on va voir encore si on est encore surpris aussi positivement qu'on l'a été par les résultats du deuxième trimestre. Mais c'est ça aujourd'hui qui va donner la tendance au marché. Parce qu'au niveau de la politique monétaire, on ne s'attend pas à ce que la Fed bouge. C'est plus le facteur clé, j'ai l'impression. C'est pas le facteur clé. Je pense que les taux là, on a atteint le pic, sauf surprise désagréable sur l'inflation avec les effets de base sur le pétrole et les matières premières. Là où le risque pourrait être important, c'est si les Chinois sortaient le bazooka. Donc ça aurait un impact sur les prix des matières premières. Ce qu'on craignait en début d'année. Hein. Ouais, ce qu'on craignait en début d'année. Vous allez voir, avec la réouverture chinoise, on est reparti pour un tour d'inflation par les matières premières, etc. C'est ce qui s'est. Oui, ça a duré quelques enclenché. semaines, effectivement. Mais on a très vite compris que c'était pas le cas. Sur les marchés, effectivement, vous évoquiez ces phénomènes de rotation, de divergence, toujours. Alors, à la fois en termes de performance boursière, mais aussi en termes de dynamique de résultats, de dynamique bénéficiaire. Qu'est-ce qu'on peut dire à L'impact nouveau de à la ce Chine, sujet, d'ailleurs. Je vais Frédéric prendre un exemple. Hein, l'impact de la Chine sur le marché, relative sous-performance d'un LVMH, par exemple. Oui. On voit, ça a un impact. Aux États-Unis, par exemple, des groupes comme Estée Lauder, ça doit être à moins 40 à peu près, hein, depuis le début de l'année. Donc pourquoi ? Parce que ça vend majoritairement une grosse partie très chinois. Donc on voit qu'il y a un impact quand même de la Chine dans la composition des indices. On voit par exemple les grands acteurs des matières premières, les minières, elles sont en bas. Hein. Anglo-américaine, ça doit être à moins 40, moins 50. Donc on voit qu'il y a un impact direct de ce qui se passe en Chine. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que oui ou non vous êtes investi sur la Chine ? Honnêtement, quand je vois la valorisation de ces acteurs, et peut-être demain LVMH sera plus bas, hein, je pense qu'elle est capable de baisser de 5-6%. Si vous voulez jouer un rebond de la Chine sans avoir la crainte d'une régulation quelconque et tout ça, et sachant que ça va être une relance par la consommation, regardez. Il faut être un investisseur d'une certaine taille quand même pour aller se frotter directement aux actions chinoises. Oui, maintenant. Oui, on peut toujours, globale. Bien sûr. Mais regardez d'abord ces groupes-là qui sont liés à la consommation chinoise pour investir et jouer le rebond de cette partie du monde. Donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Pour l'instant, on est un peu en retrait sur la partie chinoise. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser filer. La Chine, on connaît ce pays. S'ils veulent relancer la machine, ils relanceront la machine quoi qu'il arrive. Donc voilà, on est vigilant, mais pour l'instant, on est vraiment en dehors de cette zone. Et sur l'émergent, oui, il y a des disparités. L'Inde, on voit des choses très très différentes en termes d'évolution, selon aussi si le pays est producteur de matières premières ou il est consommateur. Donc voilà, l'émergent reste un peu impliqué dedans, mais distance vis-à-vis de la Chine. Sur la tech, l'événement de la rentrée, ça a été quand même la publication des résultats de Nvidia pour le deuxième trimestre, avec des promesses qui ont été largement tenues. Moi, encore une fois, ça me rappelle quelques années en arrière, quand Apple publiait ses résultats, et que c'était un événement macro. Presque global macro, quoi. C'est-à-dire que là, Nvidia, on a l'impression que ça devient aussi, c'est pas juste Nvidia, c'est est-ce que le thème est validé, est-ce que qui achète, à quel rythme, à quelle vitesse, et visiblement il y a un FOMO de manquer de GPU aujourd'hui dans le monde, quoi. À 40 000 $ le GPU, c'est. Bah oui, mais bon, ça s'arrache, ça se vend comme des petits pains, parce que les clients c'est des gros là, c'est pas le gamer du coin, c'est pas pour la carte graphique, c'est pas pour la carte graphique gamer. En carte graphique, il faut en aligner quand même quelques-unes pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle, donc ça coûte un bras. Et sachant en plus que c'est un problème stratégique, et on a vu certains pays commencer notamment dans les pays du Golfe, à stocker des cartes graphiques, donc des effets de stockage qui sont relativement importants. Honnêtement, je pensais, après les résultats de Nvidia, que ça allait avoir un effet beaucoup plus important d'entraînement. Pour l'ensemble du marché ? Pour l'ensemble du marché, et finalement, ça s'est pas tellement opéré, ça a été plutôt relatif. Ce qui est très intéressant sur Nvidia, alors, c'est un quasi-monopole aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Les cartes graphiques, c'est un monopole. Leur carte aujourd'hui, en termes de performance, d'efficacité énergétique, il n'y a pas d'équivalent. C'est pour ça qu'il y a un tel emballement. Et on a besoin de ces cartes graphiques aujourd'hui pour faire de l'intelligence artificielle. Je serais beaucoup plus prudent, moi, dans les 6 mois ou 1 an qui arrivent, parce que, vous savez, quand un gâteau grossit comme ça, et que ça génère autant de chiffre d'affaires, la concurrence se met en marche. Et la concurrence, aujourd'hui,
technologiquement. Ne négligez pas ça parce que elle n'est pas si loin que de Nvidia que ce qu'on imagine. Regardez ce qui s'est passé avec Baidu sur l'équivalent de ChatGPT également. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les barrières d'entrée c'est plus proche d'un ASML que d'un Baidu dans le e-commerce, non, pas forcément. Non. Par exemple, il y a des acteurs dans la. AMD aujourd'hui est capable de produire des cartes graphiques qui, en termes de puissance mémoire, est à peu près 40% au-dessus de ce que produit aujourd'hui Nvidia, et en termes de composition par des transistors, à quasiment 2 fois plus de transistors sur ces cartes graphiques. Donc, et en bande passante, ils sont au-dessus. Donc, pour l'instant, ça va être en test, mais vous avez Intel également qui est en train de développer. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on est en train de projeter une croissance, grosso modo, de 60% à l'infini. Ça se passe jamais comme ça. Non. Dans l'histoire, ça s'est jamais passé comme ça. Pour revenir, .com et tout ça, on a toujours projeté une croissance à l'infini, mais à partir du moment où l'investissement est rémunéré quelque part par ce chiffre d'affaires à venir, il y a la concurrence qui s'organise. Et donc, il faudra faire attention à un moment donné, parce que ça va être très lent à se mettre en place. Quand les premiers vont arriver pour concurrencer technologiquement, et c'est le cas, mais c'est pas encore opérationnel, on risque d'avoir une normalisation. Une redistribution des cartes, quoi. Si vous voulez, c'est un discours qu'on a déjà eu ici, c'est un peu l'effet Tesla, c'est-à-dire que quand Tesla était seul sur le secteur automobile, on projetait à l'infini effectivement sur le chiffre d'affaires. Voilà. Oui. Maintenant qu'il y a 30 et même des opérateurs vietnamiens qui pèsent plus lourd que Volkswagen et autres. Ouais. Ça va vite, ça a déjà perdu 50%. Hein. Mais bon, c'est des effets comme ça. La concurrence s'organise toujours. Et donc, voilà, il y a un beau trend, mais il faudra faire attention sur la sortie à un moment donné. Bon, le first to market, effectivement, le fait d'être là, numéro 1, leader sur cette thématique des GPU pour l'intelligence artificielle, ça protège un groupe comme Nvidia aujourd'hui. Est-ce que c'est un thème qui vous donne envie d'investir et comment on investit dans ce thème de l'intelligence artificielle générative, enfin, cette nouvelle étape de l'intelligence artificielle qui n'est pas née, encore une fois, il y a 6 mois. Hein. Non, mais je crois que ce qui a été dit, c'était très intéressant, notamment AMD, ils ont l'air de sortir une puce pour la fin de l'année, donc en effet, je pense qu'il y a un gâteau qui va se répartir. Voilà. Après, l'intelligence artificielle, pourquoi ce qui était intéressant, notamment dans la question que tu as posée, c'est que ça devient un thème macro parce qu'au-delà de Nvidia, finalement, Nvidia c'est bien, mais au-delà de Nvidia, il y a toutes les applications qui vont se diffuser dans l'économie. Donc, il y a une thématique aujourd'hui dans les marchés au niveau macro qui est de savoir est-ce qu'on est en changement de régime sur l'inflation, est-ce que, par exemple, le débat de Jackson Hole, ça a été est-ce que le taux d'intérêt d'équilibre a augmenté? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait? Derrière ça, il y a l'idée que ça fait 20 ans qu'on n'a plus d'inflation, qu'on est en panne un peu de productivité, etc., malgré tout ce qu'on fait, etc. On ne les voit pas dans l'économie. Et là, on a peut-être des raisons démographiques et peut-être aussi via l'innovation, la productivité, qu'on ait un changement de régime structurel. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que je pense que ces types de... Nvidia, ça devient quelque chose un peu macro. Même moi qui suis quand même... j'investis toute la classe d'actifs, donc je ne m'amuse pas à regarder toutes les stocks, oui, toutes les valeurs. Bien sûr. Malgré tout, on regarde Nvidia. Oui. C'est devenu quelque chose... Ça devient un benchmark, ça devient un baromètre, ça dit quelque chose. Exactement. Après, j'aimerais juste préciser un petit truc sur la Chine, parce que j'ai un point un tout petit peu de désaccord, même si la consommation peut être un point d'entraînement. Moi, je pense qu'ils ne vont pas stimuler la consommation. Moi, je serais chinois aujourd'hui, jamais je stimule la consommation, pour 2 raisons. La première, c'est que la consommation ne se tient pas si mal en Chine. Oui, si on a 5% de croissance, peut-être 4,5%, on va peut-être chipoter sur les chiffres. Enfin, 4,5%, c'est pas grave. Oui. On n'est pas à 0, on n'est pas... Vu le poids du marché immobilier, de la manière dont ça doit plomber l'activité, effectivement, sortir avec... Ça veut dire qu'il y a quand même une consommation domestique qui tient et qui compense la faiblesse d'autres secteurs. Voilà. Moi, je serais chinois, je ferais 2 choses. La première, c'est éventuellement, j'annonce un plan de logements sociaux, par exemple. Bon, je dis ça comme ça, parce que l'idée, c'est de résorber les capacités excédentaires, éventuellement relancer un peu le marché immobilier pour amortir la descente, qui est trop brutale et qui fait qu'il y a une crise de confiance. Et puis la deuxième chose, c'est aussi recréer de l'emploi avec de l'infrastructure. Voilà, ils ont été très bons là-dessus, ils ont le savoir-faire pour très bien faire de l'infrastructure. Voilà. Donc moi, c'est les 2 aspects où je pense qu'il faudrait faire. Voilà. Après, évidemment, si on fait... Donc les recettes traditionnelles, quoi. Voilà, on va faire de l'emploi, et si on fait de l'emploi, on fera de la consommation. Donc je ne dis pas qu'il faut pas... C'est pas la consommation in fine, mais je ne pense pas qu'il faut aller directement sur la consommation. Et puis deuxième
Dernier point peut-être sur l'Amérique latine, si je peux très rapidement. Bien sûr. Parce que c'est un thème qui a été très joué depuis le début de l'année. Le carry était fantastique. Mais on commence à voir quand même un peu d'épuisement, notamment au Brésil. On voit que la monnaie est quand même en train de... Ils commencent à baisser les taux au Brésil. Ils ont commencé déjà. Le problème qu'on a, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'en effet, c'est des banques centrales qui ont été très tôt dans la montée des taux, donc ont rassuré tout le monde, qui ont offert des carrys fantastiques et qui ont offert aussi une stabilité macroéconomique qui était fantastique. Donc du coup, ça a attiré beaucoup d'investissements. Ça a beaucoup rassuré sur la monnaie, les marchés, etc., comme ça a été dit. Je pense qu'on est à un point où, bon, c'est les premiers à vouloir baisser assez agressivement. Il ne faut pas sous-estimer que si notamment la Fed ne baisse pas ses taux comme ce qui est pressé, là, le carry, la dimension relative peut être un peu plus fragile. Et puis la deuxième chose, même si la Fed baisse ses taux, il va y avoir aussi le problème du côté de la devise pour financer, voilà, excusez-moi, mon franglais, mais pour financer les trades de carry. Et on l'a vu en 98, moi je me rappelle toujours au top 98, j'étais pas encore dans les marchés, mais le yen avait quand même pris 33% en 3 jours, et les devises de carry, ça s'est fait déchirer. Donc voilà, je crois qu'il faut faire attention à cette thématique qui est très mature. Ça fait 1 an que c'est fantastique. Bon, je pense que là, quelques prises de profit, c'est pas forcément maladroit. Moi j'ai une question, qu'est-ce qu'on fait avec les taux longs et notamment les taux longs américains ? Alors ça devenait l'idée un peu consensuelle. Moi, quand on a quitté l'émission, c'était mi-juillet, je sais plus, on était 3,80, 3,90. De plus en plus venaient me dire, soit j'ai déjà repris de la duration, parfois depuis plusieurs mois, soit je suis en train de réfléchir activement à mettre en place effectivement des stratégies où je vais être plus acheteur sur des taux longs américains. Toujours valable, parce que là on a une belle correction quand même. Toujours valable. Ouais. Donc 4,30 c'était sur le 10 ans américain, c'est plus que jamais une opportunité. Nous on considère que c'est une opportunité. On en avait discuté en fait. Là je pense que l'erreur a été commise, c'est que quand il y a eu l'épisode SVB aux États-Unis, en fait on est revenu toucher ce point-là. On a corrigé. Et là on pensait que les taux remonteraient pas après. Exactement. Et en fait SVB ça a été un non-événement, enfin, une parenthèse, exactement, c'est le bon terme. Une parenthèse, et puis les taux ont repris leur marche en avant. Mais là, aujourd'hui, avec les dernières statistiques, je pense qu'on a touché le plus haut à 4,33 et que oui, c'est vraiment un investissement. En tout cas, nous, on augmente notre duration sur nos portefeuilles et principalement sur les marchés américains. Il faut faire attention peut-être à la duration longue, même si moi, je pense qu'il n'y a pas une relation directe entre le montant des émissions et l'évolution des taux longs. Mais bon, il y a quand même des émissions importantes aux États-Unis pour financer les programmes. Les déficits. Et donc ça pourrait peser, mais je ne pense pas que ça pèsera vraiment très fortement sur les taux longs. Et la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut jouer un aplatissement de la courbe aujourd'hui, continuer à le jouer ou jouer un début de pontification. Un début de pontification. Ça, c'est la question intéressante qu'il faut se poser sur le marché américain, parce que ça peut avoir des conséquences sur les choix sectoriels à l'intérieur du marché américain. Sur les taux, Pierre-Olivier, c'est... je 4,30, oui. Que 4,30 maintenant, ça devient vraiment un bon point d'entrée. Et jusqu'où ils peuvent baisser ? Jusqu'où on peut les voir baisser, ces taux longs américains dans les... à court terme. Voilà, moi je suis un peu plus... je pense qu'en fait, si vous voulez, c'est assez simple. Si vous pensez que l'économie américaine sera très bonne l'année prochaine, je pense que être entre 4 et 4,5, c'est très très bien pour les taux longs américains, parce qu'il y a quand même beaucoup de baisse de taux déjà dans la courbe. Il y a plus de 110 BP de baisse des taux l'année prochaine. Ça veut dire qu'à partir de juin, ils coupent à tous les meetings. Bon, pour faire ça, il faut quand même qu'il y ait quelques mauvaises nouvelles. Il se passe un truc, quoi. Voilà. Et si par contre, il y a vraiment des mauvaises nouvelles, là oui, ça va baisser. Donc là, il faut aller vers 3,3, 3,6, voilà. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas trop le scénario de court terme. Avant, encore une fois, qu'on arrive à ce scénario dégradé, c'est compliqué. Après, ce qui est intéressant, et là où je partage l'avis, c'est que comme il y a eu ce test à la hausse sur les taux et que finalement on a commencé à avoir des données qui commencent un peu à se dégrader, ça met un espèce de cap qu'on n'avait pas en août. Ou en août, sérieusement, on pouvait même se demander si elle n'allait pas aller à 4,9, etc. Enfin, il y avait des rationnels pour se dire. Là, on avait 6% de croissance aux États-Unis au troisième trimestre. Donc, là, maintenant, je suis d'accord que ça va être compliqué pour que ça monte. Mais après, est-ce que ça restera pas dans un range pendant un certain temps ? Pour moi, c'est plutôt le très très bon cas pour le marché action. C'est-à-dire que si on reste entre 4 et 4,3, on sera très content. On peut remonter un peu. Si le marché action a la conviction que de toute façon, ce n'est pas une tendance, mais juste
un range, on pourra, à mon avis, le marché américain Naviguer dans les sera actions. très très content là-dedans. Ah ouais. Frédéric? Pareil. Ouais. En juillet, la dernière émission, j'avais dit qu'à 4,30, on était acheteur du 10 ans. On a acheté à 4,30. Donc, c'est parfait pour nous. On va attendre, bien sûr. Sauf s'il y a des événements majeurs, des shutdowns, des trucs comme ça. Oh, bah ça peut Parce qu'on toujours. est- voilà, Oui. vous savez, c'est un peu le truc qui revient assez régulièrement, Oui. donc il faudra quand même surveiller tout ça. Mais oui, le spread de 10, il est incroyable aujourd'hui. Donc il va falloir un peu voir comment réagit la courbe de taux. C'est vrai que la question de est-ce qu'il faut travailler en spread ou carrément être sur la partie 10, honnêtement, pour l'instant, c'est pas tranché. Savoir si on travaille sur le comblement du spread ou pas. Ouais, je comprends. Honnêtement, j'ai pas d'idée précise là-dessus. Bon, en tout cas, pour l'instant, on avait commencé quand même sur du 10 ans qui nous paraissait plutôt opportun. Effectivement, si on a un mécanisme qui se met sur une baisse de taux, la croissance n'a pas fini de monter. Hein. On risque d'avoir encore des effets. Voilà, le Nasdaq peut finir. J'ai l'impression, enfin, si c'est comme. Oui, Finissez l'année à plus 50 sur le Nasdaq. Oui, enfin, bon, on verra, toutes choses égales par ailleurs, mais ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient baisser les taux maintenant, on n'y est pas, semble-t-il. Non, mais par anticipation, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de cette première semaine de rentrée pour Smart Bourse. Frédéric Rosier, qui était avec nous en plateau, Mirabeau, Malik Hadouk, CPR Asset Management, et Pierre-Olivier Béfi, Boussard et Gavaudan. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique qui nous amène à recevoir ce soir Jean-Jacques Cohen, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. On avait l'habitude de vous retrouver à un autre horaire. On vous retrouvera désormais régulièrement dans ce quart d'heure thématique. Et donc du coup, je me disais... on va appeler ça « Que dit l'IA des marchés » d'une certaine manière. Analyse de marché, que dit l'IA? Juste d'un mot, c'est un peu la raison d'être de la FinTech à laquelle vous participez. AI for Alpha, c'est grâce à l'IA, je génère de l'alpha. C'est ça l'idée au départ, Jean-Jacques. Oui, tout à fait. Nous appliquons les techniques d'intelligence artificielle aux marchés financiers dans leur ensemble, notamment à l'allocation d'actifs. Avec plusieurs angles. Premièrement, nous utilisons des techniques de machine learning, donc d'apprentissage machine, c'est-à-dire qu'on apprend des règles en étudiant l'historique des marchés pour faire construire des portefeuilles et faire de l'allocation d'actifs, finalement, donc au niveau macro. Et depuis quelques mois, nous nous intéressons beaucoup au traitement naturel du langage, et notamment avec l'émergence des modèles de langage que nous utilisons pour avoir des sentiments de marché sur les news et regarder l'impact de ces sentiments sur l'évolution des cours. Voilà. Très intéressant. Donc ces outils qui sont au service aujourd'hui de l'analyse de marché. Le constat que vous dressez en cette rentrée, bon, les marchés ne s'arrêtent jamais bien sûr, mais c'est la rentrée ou le consensus de rentrée chez nous en Europe. Vous évoquez une atmosphère de confusion sur ces marchés globaux aujourd'hui, Jean-Jacques. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs angles de lecture. Et il y a des angles de lecture qui sont assez favorables finalement. On peut commencer par ces perspectives-là. Tout simplement parce qu'il y a une stabilité financière contre toute attente. Finalement, les marchés, alors qu'il y a des séquelles encore, mais ont dans leur ensemble plutôt bien encaissé le choc SVB et le choc des petites qu'ont connu les petites banques américaines et en Europe Crédit Suisse. Et cela se voit notamment avec les spreads de crédit qui sont à des bas niveaux. Les volatilités implicites sur les actions sont basses aussi. Le financement des banques est fluide. Il n'y a pas trop de problèmes de financement bancaire. Et nos indicateurs de liquidité, ils sont assez bons. Et même, j'allais dire, pendant la baisse de l'été, au cœur de la baisse de l'été, c'est-à-dire au cœur du mois d'août, finalement, nous n'avons pas ressenti dans nos indicateurs de stress. Voilà. Donc, il y a une stabilité financière, en tout cas en ce moment. Donc, c'est assez court terme, mais on est obligé de le constater. Le deuxième constat qui s'impose, c'est que malgré la correction de l'été, qui a repris, en fait, elle est très faible par rapport finalement à la hausse qu'on a connue.
si on remet en perspective finalement par rapport aux hausses de début d'année, on est à plus 15 en Europe, plus 15% sur le S&P 500, cela hors monétaire. Hein. Ça a quand même maintenant ça a du sens d'enlever le monétaire puisqu'on en parlera tout à l'heure. Mais le monétaire devient une vraie classe d'actifs à part entière et une alternative. Sur le marché japonais, on est au-delà de 25% de performance. Et sur le Nasdaq, on est à plus 37. 37. Et évidemment, cela étant propulsé, on l'a dit maintes fois, par le Nasdaq 7, donc les 7 méga caps américaines technologiques qui profitent de la révolution AI. Cependant, les résultats globaux sont là. Donc le seul marché qui est vraiment décevant et je dirais très à risque depuis le début de l'année, c'est les émergents et la Chine. Mais cela étant, même de ce côté-là, on a pu craindre finalement pendant l'été une petite contagion financière venant de Chine, avec des résultats qui sont quand même en demi-teinte et même très décevants par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'un rebond post-Covid. Et bien, même à ce niveau-là, on n'a pas d'indicateur de stress financier provenant d'Asie. Comment est-ce qu'on comprend ce calme quand on regarde peut-être les données fondamentales, macroéconomiques, les politiques monétaires? Là aussi, on a eu déjà des rendez-vous de rentrée, les premières réunions arrivent. Tout le monde a en tête effectivement qu'après 500 points ou 400 ou 500 points de base de hausse de taux, le gros du chemin a sans doute été parcouru, mais néanmoins la politique monétaire, elle est amenée à rester restrictive ou en tout cas à des niveaux plus élevés, sans doute pendant encore longtemps. Alors oui, c'est une des erreurs finalement d'appréciation des investisseurs depuis le début de l'année. Finalement, c'est de croire que ce cycle de taux allait finalement se résorber d'abord. Ce cycle de taux allait avoir un impact très négatif sur la croissance. Or, en réalité, il y a une très forte résilience. Aussi en Europe, mais surtout aux États-Unis, j'allais dire. C'est évident qu'outre-Atlantique, et d'ailleurs, ce qui propulse légèrement, ce qui permet au marché de rebondir, c'est le fait qu'on a des indicateurs américains qui commencent à fléchir légèrement. Cela se voit dans les surprises économiques que nous suivons. On était à des niveaux très élevés aux États-Unis, donc ça veut dire qu'on avait vraiment surpris, la résilience de l'économie américaine avait surpris. Et là, les indicateurs commencent à fléchir un peu, ce qui montre bien que finalement on a un atterrissage. Alors est-ce que c'est l'atterrissage final ou temporaire, on ne pourra pas trancher, mais en tout cas on voit finalement un petit peu l'activité faiblir, atterrir, et cela finalement est pris positivement par les marchés parce que cela pourrait conduire la Fed à ne pas relever ses taux aux prochaines décisions de politique monétaire. Donc en fait, maintenant, le marché s'est aussi trompé sur la rapidité avec laquelle les banques centrales pouvaient finalement dénouer le resserrement monétaire qu'elles ont commencé à produire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elles ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Les indicateurs d'inflation baissent, certes, mais ils baissent très lentement par rapport à ce qui était escompté. On est sur des niveaux, vous voyez, de 4% à peu près, entre 4 et 5, selon les régions d'inflation sous-jacente, hors éléments volatiles. Et certes, on est envers la baisse, mais c'est vraiment un trend de baisse. Ça prend du temps. Extrêmement lent, ténu, et donc on n'est pas, les banquiers centraux ne sont pas du tout dans un état d'esprit de pouvoir faire procéder à des relances monétaires rapides. Et de ce point de vue-là, on a finalement des taux à 5,50 aux États-Unis, des taux courts à 4,25 en Europe. Et bien, on pourrait dire que s'il y a un risque de mouvement de taux, il est plutôt à la hausse, finalement, mais de manière ténue, vous l'avez dit. Marginale, oui. Marginale. Et en tout cas, le marché obligataire, ne serait-ce qu'en dénouant finalement l'inversion de courbe qui était avant l'été de moins 100 points de base, aujourd'hui on est à moins 70, moins 77 points de base, ce qui veut dire que ça s'est repentifié un peu. Donc ça veut dire que les parties longues des courbes américaines sont remontées en taux. Et bien cela tend à nous dire que
on est sur des taux plus élevés pour longtemps. Ouais. Et ça, c'est un nouveau paradigme que peut-être les marchés d'actions n'ont pas encore intégré. Non, et quelque chose qu'on n'a même pas connu d'un point de vue historique. Beaucoup me racontent que la dernière hausse de taux de la Fed, historiquement, dans les cycles de remontée de taux, était très rapidement suivie d'une baisse de taux dans les quelques meetings suivants. C'est pas du tout ce que nous vendent les banques centrales aujourd'hui. Quand on a en tête ce que ça a coûté quand même aux valorisations des marchés d'actifs risqués, la phase de remontée agressive des taux en 2022, est-ce qu'il faut imaginer qu'une séquence higher for longer, le maintien des taux pendant longtemps à des niveaux de restriction tels qu'on les connaît aujourd'hui, est-ce que ça peut être une phase douloureuse aussi pour les marchés actions qui ont quand même reparcouru pas mal de chemin depuis les points bas de 2022 hein. Alors c'est là où la situation est confuse. Parce que finalement, il n'y a pas d'indicateur, j'en ai parlé tout à l'heure, systémique, d'inquiétude particulière des marchés aujourd'hui. Il n'y a rien qui dise fuyez, sortez. Non, il n'y a pas d'indicateur majeur de baisse de croissance. Les bénéfices se tiennent. Alors certes, l'inflation aide aussi, mais finalement, on voit que ce soit en Europe ou outre-Atlantique, pour l'instant, pas d'alerte majeure sur les bénéfices. Les bénéfices se tiennent. Et donc finalement, on est amené à se pencher sur la valorisation des marchés. Et de ce point de vue-là, il y a des vraies inquiétudes à avoir. Mais on sait très bien que l'indicateur de valorisation est une inquiétude à très long terme et pas à court terme. Eh oui. Et c'est ça qui est complexe. C'est qu'en fait, on a différents horizons de temps et qu'on a des indicateurs contradictoires sur les horizons de temps courts et sur les horizons de temps plus longs. Donc, sur l'indicateur de valorisation, on a des PE du S&P à 19,20 en annualisé forward, ce qui nous amène à un taux de bénéfice par rapport au prix qui est, donc on inverse les PE, qui est autour de 5,20, eh bien c'est les taux monétaires américains. Et finalement, quand on regarde historiquement cet indicateur, donc c'est l'indicateur de valorisation de la Fed, il est assez intéressant. Et bien cela nous amène à 2001, 2002, donc finalement des niveaux où la bulle Internet avait commencé à imploser, mais des indicateurs extrêmement tendus en réalité. Si on regarde le taux réel aux États-Unis, et à mon avis, c'est finalement... C'est la clé, hein, vous dites. C'est la clé. Dans cet environnement de confusion, s'il y a un indicateur à suivre et à comprendre, c'est le taux réel. On est à 1,85, on est proche des 2%. Il a monté cet été, hein, voilà. Avec la hausse des taux, c'est un choc de taux réel. Là. Absolument, puisqu'en fait, les taux longs sont montés, et finalement, les perspectives d'inflation ne bougent pas aujourd'hui. Et donc, cela provoque finalement une tension. Alors, pas des conditions financières et de liquidité à court terme, parce qu'on ne le voit pas, mais une tension des conditions d'emprunt, finalement, à court terme. Et finalement, cela donne du crédit au fait que le monétaire, on en a souvent parlé ici récemment, devient une classe d'actifs, une alternative crédible à toutes les classes d'actifs. Pas seulement les actions, mais aussi les obligations, puisqu'on a des courbes qui restent quand même inversées. Donc aujourd'hui, le monétaire paye plus que le 10 ans. Et en plus, cela nous donne, finalement, les banquiers centraux ancrent les taux sur du long terme. Et donc, ça veut dire que si vous êtes investisseur, vous pouvez vraiment espérer avoir du 5% ou plus, peut-être un peu plus en allant chercher des notations crédit stables. Eh bien, vous pouvez avoir du 5,5 de manière assez sûre, de manière presque sûre, et de la même manière en Europe. Donc, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à court terme, mais il ne faut pas déraper. Parce que les dérapages coûteront très cher. Les investisseurs ont quelque chose aujourd'hui où investir et ils sont prêts à partir. Et ça fragilise le marché action. Absolument. Absolument, ça fragilise les marchés actions. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas de prétexte de vente, mais les investisseurs seraient bien enclins à en trouver. D'autant qu'ils auront une solution de repli efficace et rémunératrice. Absolument. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci d'être avec nous en cette entame de saison 4 de Smart Bourse. Jean-Jacques Oana qu'on retrouve régulièrement dans cette émission, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha.